Le porc altier, les cornes majestueuses, le bouquetin des Alpes a des allures de monarque. Comment résister au charme de cet animal rare et mystérieux qui continue de fasciner ceux qui croisent son chemin? Après des siècles d'absence, ce seigneur des Alpes est de retour sur ses terres d'origine. Aujourd'hui, on peut l'apercevoir dans tous les pays de l'arc alpin. Véritable funambule des crêtes, il continue d'arpenter, au gré des saisons, son royaume de roches et d'alpages. Il s'en est pourtant fallu de très peu pour que le bouquetin des Alpes ne disparaisse définitivement de la surface du globe. À la fin du XIXe siècle, il ne reste plus qu'une trentaine d'individus dans le Val d'Aoste, en Italie. Les 40 000 bouquetins que l'on trouve aujourd'hui dans la chaîne des Alpes sont les descendants de ces 30 survivants que les Italiens ont protégés. Le monde des bouquetins est fait de rochers et de falaises. Il est chez lui dans les pentes les plus vertigineuses. Malgré un physique imposant, il fait preuve d'une agilité hors pair lorsqu'il s'agit de se déplacer dans des terrains accidentés et verticaux. En plus de cela, il est muni de sabots qui n'ont rien à envier aux chaussons d'escalade les plus performants. L'absence de membrane entre les deux ongles lui permet de les utiliser comme une pince, capable de s'agripper à toutes les aspérités, mais aussi de s'adapter à n'importe quel type de surface. Pour couronner le tout, le dessous des sabots est une véritable ventouse antidérapante. Elle leur garantit une adhérence totale dans des pentes de plus de 80 degrés. Si d'autres ongulés, comme les chamois, ont moins de difficultés à se déplacer dans la neige, dès que les terrains se font escarpés et vertigineux, les bouquetins sont indiscutablement les plus doués. Dans les Alpes, ils sont les véritables maîtres du vide. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir l'animal dans des zones où aucun autre ongulé n'oserait s'aventurer. Des falaises quasi verticales, où les risques de chute sont réels. Même si les accidents existent aussi chez les bouquetins, ils sont très rarement mortels. Le seigneur des Alpes parvient presque toujours, d'une façon ou d'une autre, à se rattraper. Ce don que le bouquetin a pour l'escalade, et son apparence majestueuse, explique en partie pourquoi il est devenu un animal si emblématique dans les Alpes. Ceux qui cherchent à l'observer ne seront pas déçus, d'autant plus qu'il est très facile à approcher. Contrairement à la plupart des ongulés, le bouquetin ne craint pas l'homme, une singularité qui fait de lui une proie facile pour les chasseurs. Pendant des siècles, l'être humain a de ce fait été son prédateur le plus redoutable. Pourtant, il n'a jamais perdu ce caractère paisible qui a failli causer sa perte. Aujourd'hui encore, il continue à se laisser approcher sans broncher, parfois à moins de 10 mètres.
certains promeneurs sont étonnés de cette attitude qu'on pourrait penser imprudente. Mais doit-on toujours voir l'animal sauvage comme un animal qui craint l'homme, qui le fuit? Ce caractère docile nous permet aussi de remettre en question notre rapport aux animaux. Un rapport qui ne s'inscrit pas nécessairement dans le conflit, ni dans une méfiance mutuelle. Tous ceux qui ont eu la chance de côtoyer de près un bouquetin savent que c'est un moment privilégié, une rencontre pacifique entre deux êtres vivants. La fascination qu'ont les hommes pour le bouquetin se perd dans la nuit des temps. Des gravures datant de la préhistoire témoignent de l'intérêt qu'il suscitait déjà chez nos lointains ancêtres. Au XVe siècle, les armes à feu font leur apparition dans les pays de l'arc alpin. Les chasseurs se mettent alors à exterminer en masse les bouquetins, pour leur viande en premier lieu, mais aussi pour d'autres raisons. L'aura mystérieuse de l'animal attise toutes sortes de superstitions. Ses majestueuses cornes, symboles de virilité, sont broyées en poudre pour lutter contre l'impuissance. Son sang est utilisé comme remède contre les calculs rénaux, son estomac pour combattre la mélancolie. Les habitants des Alpes vont jusqu'à accrocher autour de leur cou le cartilage en forme de croix que l'on trouve près du cœur de la bête. Ce talisman était censé leur garantir une protection contre la mort subite. L'intérêt pour le bouquetin est d'une telle ampleur qu'il disparaît en quelques siècles de presque toute la chaîne des Alpes. Ce n'est qu'en 1821 que les animaux se trouvent enfin un défenseur du côté de l'Italie. Et c'est un allié de taille, un roi de Sardaigne et duc de Savoie, qui contrôle de nombreux territoires alpins. Refusant de voir disparaître l'animal mythique, Charles-Félix de Savoie interdit la chasse au bouquetin sur l'ensemble de ses terres. En 1856, malgré les interdictions d'abattre les animaux, on ne trouve plus que quelques dizaines de bouquetins qui se réfugient dans la province italienne du Val d'Aoste. Victor Emmanuel II, descendant de Charles-Félix de Savoie, décide de protéger le lieu en créant la réserve royale du Grand Paradis. Il est désormais le seul à pouvoir chasser dans cet espace naturel où patrouillent constamment des hommes armés. Ses successeurs, en continuant cette pratique, permettront à l'espèce de se maintenir. À la fin du XIXe siècle, la réserve italienne est le dernier foyer de vie du bouquetin des Alpes. Mais au tout début du XXe siècle, quelques animaux traversent la frontière et s'installent dans les vallées françaises de la Maurienne. Au même moment, les Suisses se procurent illégalement 3 individus dans le Val d'Aoste, en Italie. Ils deviennent les pionniers dans l'art de l'élevage et de la réintroduction du bouquetin. Les Italiens, conscients qu'ils ne peuvent pas compter que sur leurs réserves royales, décident de lâcher des animaux dans d'autres endroits du pays. Après l'Italie, ce sera au tour de la Yougoslavie, de l'Autriche, puis de l'Allemagne. Mais partout, le retour du bouquetin est compliqué. Il colonise lentement et difficilement ces territoires. Sa génétique très pauvre le rend vulnérable aux maladies. Son taux de natalité est faible et son éternelle docilité en fait une proie facile. Pour revenir en force, le seigneur des Alpes ne peut que compter sur le soutien et la protection des hommes. Les 2 grandes guerres qui vont secouer l'Europe ne vont pas lui faciliter la tâche. Pendant ces périodes, le braconnage et la chasse illégale redoublent d'intensité, à l'image de la province italienne du Val d'Aoste. Pendant l'entre-deux-guerres, cet espace naturel est le foyer de vie le plus important des bouquetins, avec près de 4000 individus. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils sont moins de 500. Mais cette fois, les hommes réagissent à temps. La surveillance des espaces protégés se renforce dans toute l'Europe. Les braconniers et les chasseurs illégaux
se font de plus en plus rares. Les conditions sont enfin réunies pour le retour du bouquetin sur ces terres. À la fin des années 50, la France, qui abrite plus de 20% de la chaîne des Alpes, est le dernier grand pays à se lancer dans l'aventure de la réintroduction. Malgré quelques échecs, les moyens humains et économiques mis en place par l'Hexagone vont finir par porter leurs fruits. Les animaux retrouvent progressivement des espaces qu'ils avaient quittés depuis bien longtemps. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 000, répartis dans de nombreux massifs du pays. Nous sommes au cœur de la chaîne des Alpes françaises, dans le parc national des Écrins. Chevauchant les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, c'est un espace de 918 km², jalonné par une centaine de sommets, s'élevant à plus de 3000 mètres. La cime du plus haut d'entre eux, la barre des Écrins, culmine à 4102 mètres d'altitude. Ici, la nature est reine. Le seigneur des Alpes a su se réapproprier ce territoire dont il avait totalement disparu. Longtemps persécutés, les animaux ont retrouvé aujourd'hui une vie paisible, protégés par la loi et surveillés de près par les hommes. Régulièrement, les employés du parc national entreprennent de recenser les populations de bouquetins des différents massifs pour suivre l'évolution de l'espèce. Une mission complexe car les animaux sont parfois difficiles à repérer et n'aiment pas être observés trop longtemps. Ils possèdent un odorat extrêmement développé qui leur permet de détecter une présence humaine à plus de 500 mètres. Si on les approche de trop près, ils manifestent parfois leur mécontentement. On retrouve ce type de comportement chez de nombreux ongulés. L'animal émet une sorte de chuintement en expirant de l'air à travers ses naseaux. Le message est plutôt clair, laissez-nous tranquilles. Sa vue est largement meilleure que la nôtre. Avec sa rétine aux nombreux bâtonnets, il peut voir de très loin, même dans la pénombre. Un regard acéré qui permet aux animaux de repérer tous les déplacements alentours, en particulier ceux de leurs congénères. Cette capacité qu'ont les bouquetins à se détecter visuellement est spectaculaire. Ceux qui les observent sont souvent témoins de ces phénomènes. D'un coup, tout un groupe tourne la tête simultanément. Ils ont repéré un de leurs congénères. Même si celui-ci est à plus de 2 km de leur position, ils sont capables de le voir. Cette faculté extraordinaire permet de maintenir un lien entre les animaux. Des bêtes même complètement isolées finiront toujours par être rejoints par un autre groupe. Ils passent alors quelque temps ensemble, puis s'en vont, chacun de leur côté. Cette capacité de perception visuelle mutuelle est le média social le plus important chez le bouquetin. C'est peut-être en montagne que les saisons se ressentent le plus, qu'elles prennent toute leur importance, toute leur signification. Les animaux qui habitent cet écosystème vivent au rythme de ces saisons. À l'approche du mois d'octobre, le cœur de l'automne montagnard, une certaine agitation commence à faire son apparition chez les bouquetins. La saison du rut approche. Si les femelles savent garder leur calme, c'est surtout chez les mâles, habituellement si paisibles, que les choses commencent à changer. Eux qui ont vécu ensemble tout l'été se séparent peu à peu. Le temps n'est plus au partage, ni à la communauté, mais plutôt à la stratégie individuelle. Chacun de leur côté, les mâles parcourent des kilomètres à la recherche de conquêtes potentielles. Octobre. Les mâles tentent d'approcher les femelles. Cornes baissées, ils avancent prudemment pour ne pas effrayer les farouches étagnes. À ce moment de l'année, la queue des mâles est relevée. Elle dévoile une zone blanche qui signale leur intention de s'accoupler.
Pour savoir si celle qui l'approche est fertile, le mâle retrousse ses lèvres. Il canalise l'odeur de la femelle vers une structure située entre la bouche et le nez, l'organe de Jacobson. Contrairement au mâle, chez qui une production de spermatozoïdes a lieu toute l'année, les femelles ne sont fertiles que quelques jours. Le reste du temps, pas question de les approcher. D'un coup de corne, elles repoussent sans ménagement les avances des prétendants. Déçus, les mâles rabroués restent cependant à proximité, dans l'attente du moment propice. Les premières gelées commencent à faire leur apparition. La fin de l'automne approche. Le froid gagne du terrain, le temps des amours commence véritablement. Les bouquetins atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans. Les jeunes mâles sont les plus excités par l'ambiance du rut, mais la concurrence est sévère. Leurs compagnons plus âgés chassent sans ménagement les nouveaux prétendants. Pour avoir la chance de s'accoupler, ils devront attendre de prendre quelques années et quelques kilos de plus. Quant aux femelles, c'est entre 3 et 13 ans qu'elles sont le plus productives. Elles ont un étonnant système d'autorégulation des naissances, une capacité très rare dans le règne animal. Lorsqu'une population de bouquetins s'implante sur un nouveau territoire, les femelles les plus jeunes sont tout de suite prêtes à se reproduire. Elles élèvent leurs petits sans problème, permettant une croissance rapide de la population. Mais dès qu'un groupe d'animaux commence à être bien installé, le problème du partage des ressources se pose. C'est là qu'intervient l'étonnant mécanisme hormonal des femelles. Pour pallier au potentiel manque de nourriture, l'âge de la première reproduction est retardé d'1 an, de 2 ans, voire de 3 ans. Autre particularité des bouquetins, les femelles ne sont pas toutes égales. Certaines arrivent à faire des petits tous les ans et à les élever sans encombre, mais d'autres échouent presque tout le temps. Cette sélection naturelle donne en fait la priorité aux femelles les plus aptes à assurer la survie de l'espèce. La fin de l'automne est proche. Les bruits se font rares dans la montagne. Le grondement des torrents s'est apaisé. Les promeneurs ont déserté les sentiers. Les derniers vautours se regroupent et prennent leur envol vers des contrées plus chaudes. À cette époque de l'année, on entend les bouquetins bien avant de les apercevoir. Le bruit sourd et violent des cornes qui s'entrechoquent annonce les premiers combats. La saison des amours bat son plein. Contrairement à des ongulés comme le chamois, qui se battent parfois jusqu'à la mort, les combats de bouquetins ne sont pas dangereux pour les animaux. Leurs cornes, bien qu'impressionnantes par leur taille, ne sont pas pointues et ne permettent pas de provoquer des blessures sérieuses. Leurs crânes sont quant à eux conçus pour résister à des chocs d'une extrême violence. Les mâles, particulièrement paisibles le reste de l'année, semblent perdre la raison. N'importe quel prétexte est bon pour se battre. Ils ne prennent presque plus la peine de se nourrir et vivent sur leurs réserves de graisse accumulées durant l'été. Malgré la violence du combat, c'est bien d'un jeu qu'il s'agit, un jeu qui n'est jamais dangereux pour les mâles.
La palme revient à celui qui démontrera son ascendant sur les autres. D'un œil discret mais attentif, les femelles observent les joutes. Il n'y aura pas de morts, ni même de blessés, mais les plus forts auront la priorité pour se reproduire, perpétuant ainsi une progéniture solide et résistante. L'hiver se rapproche, les flocons de neige se font plus nombreux et plus épais. La sérénité qui caractérise le bouquetin revient peu à peu. Physiologiquement, de grands changements s'opèrent chez l'animal. Son cœur ralentit progressivement sa course, passant d'une moyenne de 100 battements par minute en été à seulement 45 en plein hiver. Un rythme de croisière qui permet au bouquetin d'économiser sa précieuse énergie. Le seigneur des Alpes se pare d'un pelage de plus en plus épais, un manteau précieux qui permettra de résister à la morsure du froid. L'effervescence joyeuse de la saison des amours laisse place à un sérieux qui devient de rigueur. Il faut économiser ses forces, se préparer. Le temps du rut est terminé, l'heure est à la survie. Les chamois comme les bouquetins cherchent les dernières touffes d'herbe. L'hiver est là. Le froid est installé, les bouquetins se déplacent lentement, à la recherche de quelques rayons de soleil ou quelques brins d'herbe que l'hiver n'aurait pas encore engloutis. Leur pelage leur permet de résister aux températures les plus extrêmes. Le danger vient surtout du manque de nourriture qui contraint les animaux à puiser dans les réserves de graisse accumulées durant l'été. Lorsque la neige commencera à fondre, certains auront perdu plus d'un tiers de leur poids. Si l'hiver dure trop longtemps, les réserves de graisse et d'énergie ne suffisent plus. Chaque année, 10 à 20% d'entre eux ne verront pas le printemps. Les bouquetins descendent vers les vallées. Il faut survivre et attendre. Espérer que les flocons se fassent plus rares, que les sols se réchauffent, que le printemps vienne enfin, et avec lui, la promesse de temps meilleur. En hiver, il arrive parfois que le froid crée une couche de glace qui recouvre les sols, empêchant les bouquetins d'accéder à l'herbe. Le pastoralisme, répandu dans nos montagnes, ne leur facilite pas non plus la tâche. Les bêtes amenées par l'homme pendant l'été contribuent à la raréfaction de la nourriture. Dans certains lieux comme le massif des Cerces, où cette pratique est très répandue, la saison hivernale peut se transformer en véritable hécatombe. Certaines années, c'est plus d'un quart de la population du massif qui succombe à l'hiver.
La neige laisse place à une accalmie. Le soleil vient redonner de l'éclat au paysage. Le vieux bouc, resté sur les hauteurs, semble apprécier le calme après la tempête. Une mère et ses cabris cherchent quelques touffes d'herbe dans un versant sud de la montagne, là où la neige accroche le moins. Éric Vanard est garde-moniteur pour le parc national des Écrins. Sa mission consiste à protéger et sauvegarder cet espace naturel. Comme de nombreux autres employés du parc, il est régulièrement amené à travailler autour des bouquetins. Aujourd'hui, il a chaussé ses skis de randonnée. On lui a signalé une avalanche qui aurait emporté un bouquetin dans sa course. Même le plus malin, il peut se faire prendre, suivant les conditions. Ils vont être prudents en général. Pour traverser un couloir, on ne les voit pas s'aventurer tous ensemble dans le couloir. On les voit plus fréquemment qui vont aller à la queue leu-leu, voire même en laissant des espaces de sécurité comme on l'apprend nous aujourd'hui. L'hiver, l'animal est affaibli et donc les cornes ne poussent guère à cette période. Un peu comme sur les arbres, on voit le ralentissement de l'hiver. Donc c'est ce qui nous permet de connaître l'âge exact quand on l'a de près. Donc ça c'est la croissance qu'il a fait la première année. Là, on voit la croissance de la deuxième année, ici. Voilà la troisième année, 4, 5, 6, 7. Donc là, il est dans sa 8e année. Il allait avoir 8 ans au printemps. C'est toujours la même histoire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La mort du bouquetin permet aux prédateurs, permet aux renards, permet aux aigles de survivre. Par contre, là, quand même, ça me désole un peu parce que c'est un peu jeune pour mourir, quoi. À tout à l'heure. Allez, vous. Éric redescend l'animal. Une autopsie sera pratiquée dans la vallée pour connaître l'état sanitaire de la population. Veiller sur le bouquetin, c'est aussi connaître parfaitement son milieu et ses habitudes de vie. Éric est sur le terrain, il les surveille patiemment. Aujourd'hui, profitant d'une météo clémente, il nous emmène dans un lieu connu de lui seul. Un endroit secret, difficile d'accès et hors des sentiers battus. Le calcaire est une roche tendre qui a tendance à se creuser sous l'effet des sointements d'eau. Avec le temps, des grottes se sont formées dans le massif. En hiver, elles sont un abri de premier choix pour les bouquetins. C'est une zone qui est vraiment vitale pour la survie des bouquetins. On le voit avec la quantité de crottes qu'il y a au sol. J'avais fait un petit sondage à cette zone-là, il y avait 50 cm de crottes. Donc en fait, c'est de l'accumulation de générations de bouquetins qui sont venus se mettre à l'abri. Avec le temps qu'il a fait il y a quelques jours, eh bien, on voit avec les traces, les bouquetins sont venus là. Ils se blottissent alors dans le fond, au plus près de la roche, les uns contre les autres, et ils vont attendre que le temps se calme. J'ai vu sur une grotte voisine, 3 bouquetins se sont retrouvés piégés dans une grotte, parce que là, il avait neigé beaucoup. L'entrée de la grotte était bouchée par une corniche. Et ils sont restés 3 semaines dans un petit abri comme celui-ci, donc 3 semaines sans manger. Alors c'est tout l'intérêt de ce massif. Ces grottes sont vraiment indispensables pour leur servir d'abri, cette période difficile. Le voilà enfin. Le soleil a fait fondre les dernières neiges, libérant la nature de l'étreinte glacée de l'hiver. La terre a fini par se débarrasser de ce manteau blanc, devenu trop vieux. Elle se pare maintenant d'une teinte nouvelle, verte, comme l'espoir. La vie, trop contente de pouvoir s'exprimer enfin, fait naître une multitude de fleurs aux couleurs vives et variées. Cris d'oiseaux, bourdonnements d'abeilles, grondements de ruisseaux, l'air s'emplit de bruits nouveaux, comme pour en finir avec le silence qui, peu de temps avant, régnait dans la montagne. Pour le bouquetin,
la mélodie du printemps sonne comme une résurrection. Les muscles longtemps endormis se réveillent rapidement. Le cœur se met à battre plus fort et plus vite. Le seigneur des Alpes a beaucoup maigri. Son pelage d'hiver en train de tomber lui fait perdre de sa superbe. Mais il se tient là, debout et plus vivant que jamais. La neige n'entrave plus ses déplacements et il goûte à nouveau la liberté de se mouvoir à sa guise. La nourriture abonde. Les animaux goûtent l'herbe avec l'appétit de ceux qui en ont été privés trop longtemps. Le printemps est là. Le voilà enfin, le temps de l'abondance. Les animaux semblent avoir beaucoup de mal à contenir la joie qui s'empare d'eux. Partout, on les voit sauter, courir, virevolter, jusqu'à l'épuisement. Ce comportement, qui peut paraître étrange à première vue, a pourtant une explication rationnelle. Après tant de temps passé dans la neige, l'herbe verte enivre le seigneur des Alpes. Elle sonne la fin de cet interminable hiver et chante la promesse de jours heureux et paisibles. Personne ne sait fêter le printemps comme les bouquetins. Ces danses euphoriques et endiablées nous rappellent toute l'importance des saisons pour ces animaux. Avec les premières chaleurs, le pelage d'hiver qui fut il y a peu un allié précieux contre la morsure du froid devient un véritable fardeau. Les bouquetins cherchent à s'en débarrasser en se frottant à tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Rochers, buissons, et même leurs propres cornes. Tout est bon pour se défaire de la toison hivernale. Il ne faut pas s'inquiéter de cette étrange apparence. Bientôt, les animaux reprendront une tenue plus légère, un pelage d'été qui leur permettra de garder une certaine fraîcheur. Une nouvelle fois, le bouquetin nous surprend par ses étonnantes capacités d'adaptation. C'est au printemps qu'on peut apercevoir les grandes hardes de bouquetins. Les mâles et les femelles forment des clans bien distincts et occupent des territoires différents. Dans les hardes de mâles, on observe une véritable hiérarchie. Les individus les plus vieux sont au sommet de la pyramide et les jeunes se gardent bien de contester l'autorité de leurs aînés. De leur côté, les étagnes choisissent des secteurs plus escarpés comme pour mieux se cacher. Dans des recoins parfois vertigineux, elles élèvent leurs cabris pour qu'ils puissent être tout à fait autonomes. Ce qui se produit à l'âge de 2 ou 3 ans selon les individus. À la fin de l'automne, ces messieurs prendront leur courage à deux mains pour se rendre dans les quartiers des dames. Le reste du temps, chacun chez soi, et personne ne semble vouloir transgresser cette règle. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, les animaux intrigués découvrent de drôles de chasseurs. Le mâle, il est juste là, à 20 mètres de nous, là. Oui, il est sur le replat, là. L'un des hommes prépare un étonnant mélange. Ce sérum au nom exotique, l'élabrum, servira à immobiliser pendant quelque temps l'animal touché par le tireur. Un cocktail soporifique de xylazine et de kétamine
qui agit rapidement sur le système nerveux. Donc on va mettre le petit pompon qui assure la stabilité de la flèche au cours du tir. Voilà, donc c'est que des flèches mâles. L'animal touché par la flèche sombrera dans un demi-sommeil de quelques minutes. La dose du cocktail est différente selon le sexe. Les étagnes, bien que beaucoup plus légères que les mâles, sont très résistantes. Il faut une double dose pour parvenir à les anesthésier. Le tireur se rapproche. Il veille à rester toujours en dessous de l'animal. En effet, ce dernier se sent en sécurité tant qu'il domine la situation. Devant le danger, le réflexe du bouquetin est toujours le même, la fuite vers les hauteurs. Comme à leur habitude, les mâles se laissent docilement approcher. La cible est atteinte. Surpris par ce tir déloyal, le mâle s'éloigne. Les gardes-moniteurs doivent rester très attentifs pour ne pas le perdre de vue. Ils observent l'animal qui tente en vain de garder les yeux ouverts, mais le cocktail chimique fait son effet. Le bouquetin se met rapidement à piquer du nez. Lui qui d'ordinaire est si vif ne pourra pas lutter longtemps contre cette irrépressible envie de dormir. On y va? Je prends l'oxygène. Tu as les marques auriculaires et la boucle, toi. Hein? Les missions de capture sont primordiales pour comprendre l'état de santé de la population de bouquetins qui peuplent le massif. On essaye d'être rapide dans toutes les manipulations sur l'animal, de façon à ne pas la laisser endormie trop longtemps. Tu lui attaches les neurominés des entraves. Le mâle est maintenant prisonnier. Tout autour de lui, les hommes s'affairent en essayant de ne pas perdre de temps. Une fois la bête endormie et attachée, le rituel est toujours le même. Les gardes-moniteurs prennent systématiquement un peu de sang, à la fois pour étudier la génétique de l'espèce et pour rechercher les anticorps de certaines maladies. Ils prélèvent ensuite les crottes pour détecter les éventuels parasites qui pourraient nuire à la bête. Les bouquetins souffrent parfois de kératoconjonctivite, une infection de l'œil qui peut dans certains cas rendre aveugle. Leurs yeux sont donc particulièrement surveillés. Ok, rythme cardiaque 52. Ok, écartement au sommet. Le mâle est ensuite mesuré de long en large, des sabots aux mandibules en passant par le tour de taille. 75. Contrairement à d'autres ongulés, les cornes du bouquetin grandissent jusqu'à sa mort. Elles poussent un peu chaque année pour atteindre un maximum de 30 cm chez les femelles et jusqu'à 1 mètre chez les mâles. 28, écartement au sommet. Elles sont un véritable carnet de santé de l'animal. Celui-ci se porte très bien. Ok, circonférence à la base. Et rouge-noir. Ok. Le collier que le garde-moniteur accroche au cou de la bête est équipé d'un GPS. Dorénavant, les déplacements de ce mâle n'auront plus de secret pour personne. Cet outil permettra de récolter une moyenne de 1000 localisations en 1 an. Des données très importantes pour visualiser l'espace que les bouquetins utilisent, les territoires qu'ils fréquentent. Ce programme de localisation permet aux scientifiques de mieux cerner les stratégies de l'animal, encore assez peu connues à ce jour. Pour finir, les gardes-moniteurs accrochent d'étranges boucles aux oreilles de la bête. Chaque bouquetin marqué porte des couleurs différentes. Il pourra ainsi être identifié facilement. Autant le collier GPS, lui, va nous fournir des informations pendant 2 ou 3 ans, ce qu'on espère, hein, c'est lié à la durée de vie des piles. Par contre, ce marquage visuel va durer la durée de vie de l'animal. Maintenant que la pose du collier est faite, que les boucles auriculaires sont posées, il ne reste plus qu'à lui administrer l'antidote. Commencer à lui enlever les étraves. Donc on n'a plus qu'à attendre qu'elle se réveille, ce qui se produit généralement assez vite. Et voilà, ça y est. Elle s'en va rejoindre les autres maintenant, pour se sentir en sécurité dans le groupe. Ça se passe pas toujours aussi bien que ça.
Ah, bon, quelquefois, on a plus de tirs, je dirais, malheureux, on loupe plus d'animaux. C'est pas toujours très facile de les approcher. Ils s'endorment pas toujours aussi bien que ça, hein. On parlait de l'efficacité des produits. Quelquefois, on est obligé de réfléchir les animaux. Là, quand on fait des opérations de capture et qu'on relâche les animaux directement, on a finalement assez peu de problèmes. Les colliers accrochés au cou des bouquetins permettent à ceux qui les étudient de garder un œil attentif sur la population. Jadis tout auréolé de mystère, le Seigneur des Alpes se dévoile peu à peu. Accessible à tous sur le site internet du Parc des Écrins, un logiciel informatique permet non seulement de situer les bêtes marquées, mais aussi de remonter dans le temps, afin de voir précisément les déplacements de l'animal sur la durée. Le bouquetin des Alpes a l'âme vagabonde. Contrairement à d'autres ongulés qui fréquentent toujours le même secteur, il se plaît à visiter l'étendue de son royaume pour y établir ses quartiers d'hiver et ses quartiers d'été. Avant de pouvoir suivre avec précision la position des bouquetins, les scientifiques pensaient qu'il y avait une logique immuable dans leur déplacement, qu'ils partaient tous plus ou moins ensemble en empruntant le même chemin vers une même destination. La réalité est pourtant tout autre. Sur cet écran, on voit le trajet d'une femelle ces 3 dernières semaines. Les gardes-moniteurs arrivent à identifier le déplacement de l'étagne depuis sa résidence hivernale jusqu'à un nouveau secteur où elle passera les mois les plus chauds. Le nomadisme des bouquetins est en fait un véritable casse-tête. Certains individus parcourent des dizaines de kilomètres. D'autres établissent un nouveau quartier d'été très proche de leur quartier d'hiver. Plus surprenant encore, certains ne changent pas de secteur, quelle que soit la saison, préférant le confort sédentaire à l'aventure du voyage. La géolocalisation a levé le voile sur le mystère de ces déplacements. Si les animaux vivent le plus souvent en harde, l'étude scientifique prouve que chaque bête garde une grande autonomie. Malgré une structure sociale bien organisée, on ne parle plus aujourd'hui de stratégie de groupe, mais plutôt de stratégie individuelle. Le grand corbeau surveille son territoire. Madame Marmotte se chauffe contre une pierre. L'hermine prend son pelage d'été. La chaleur se fait plus intense, les jours s'allongent. Les étagnes s'isolent dans les recoins les plus escarpés du massif, à l'abri des regards indiscrets. Dans ces parois quasiment inaccessibles, elles donnent naissance en toute tranquillité à leurs petits, les cabris. À cette époque, la qualité et la quantité de l'herbe leur permettent de répondre aux importants besoins énergétiques que demande l'allaitement. Au bout de quelques heures à peine après leur naissance, les cabris sont capables de tenir debout et font leurs premiers pas. Âgés de seulement 2 jours, ils s'aventurent déjà dans les pierriers et les pentes escarpées. Ils suivent à la trace leur mère qui ne les ménage pas, les exposant tout de suite aux sentiers les plus périlleux. Mais les étagnes ne sont pas inconscientes. Elles savent que les nouveau-nés sont capables de se mesurer à des conditions extrêmes. Le véritable danger vient en fait des prédateurs, l'aigle, le renard et le loup. Plongés dès les premiers jours dans le grand bain, les cabris deviennent rapidement de véritables petits funambules des crêtes. Le soleil brille plus que jamais sur la montagne, et avec lui, les températures grimpent.
Pour le bouquetin, qui supporte mal la chaleur, l'heure est venue de se réfugier dans les hauteurs. L'été est là. Les animaux prennent possession des versants nord, des plus hautes cimes. Ils montent parfois à plus de 3500 mètres, à la recherche d'un peu d'ombre et de fraîcheur. Au début de l'été, des dizaines de femelles, accompagnées de leur progéniture, se rassemblent pour former ce qu'on appelle des chevrets. Ce n'est pas par hasard que les étagnes se regroupent, mais dans un souci pragmatique d'assurer la sécurité de leurs petits. Les cabris sont en effet très joueurs et les femelles doivent les surveiller en permanence. Cependant, elles ont aussi besoin de s'alimenter. Elles mettent alors en place un véritable système de nurserie. À tour de rôle, chaque étagne surveille un temps les cabris, permettant aux autres de brouter en paix. Les jeunes femelles font confiance à la sagesse des aînés qui guident la chevrée vers les zones les plus sûres et là où la nourriture est abondante. Ayant survécu à l'été et à l'automne, le cabri va devoir affronter l'hiver et le manque de nourriture. On estime qu'un cabri sur 2, au mieux, surmonte les obstacles qui parsèment sa première année. En été, les bouquetins ne sont pas les seuls à profiter de la nourriture abondante. Dans le parc des Écrins, ils sont amenés à fréquenter des animaux d'élevage. Cette cohabitation présente des risques sanitaires parfois importants pour les bouquetins. Ces dernières années, de nombreux individus autopsiés étaient porteurs de maladies communes dans les élevages d'ovins domestiques. Le parc national des Écrins met en place des mesures pour que le pastoralisme et la faune sauvage puissent cohabiter en harmonie. En effet, le bouquetin est un animal particulièrement sensible. Sa très faible diversité génétique semble être la cause principale de ses faiblesses immunitaires. Des études sont en cours pour mieux comprendre ces maladies et protéger à la fois la faune domestique et la faune sauvage. L'été reste malgré tout une saison bénite pour le Seigneur des Alpes. Physiquement, il est au maximum de ses capacités et profite du soleil et de la nourriture abondante. Mais il sait par expérience qu'en montagne, l'été est de courte durée. L'automne s'installe à nouveau. La ronde des saisons se termine. La boucle est bouclée. Les forêts de mélèzes se teintent d'un éclat doré. Bientôt, la neige viendra les recouvrir. Au XIXe siècle, rien ne semblait pouvoir empêcher l'extinction totale et définitive du bouquetin des Alpes. Mais aujourd'hui, les réintroductions se poursuivent dans tous les pays de l'arc alpin. À l'abri dans les parcs nationaux, l'animal est suivi de près par les hommes, qui pourtant, il n'y a pas si longtemps, l'ont poussé au bord de l'extinction. Chaque année, entre 300 et 500 espèces animales et végétales disparaissent de la surface du globe. Ce rythme effréné tend à s'accélérer et fait craindre le pire. Le cas du bouquetin est pourtant un formidable contre-exemple. Il est une preuve que l'homme a aujourd'hui les moyens d'agir pour la biodiversité. Il suscite l'espoir qu'un jour, l'homme ne soit plus l'espèce qui détruit, mais plutôt celle qui protège et sauvegarde la vie sur notre planète. À l'écoute des mouvements de la nature, le bouquetin vit et s'adapte à chacune des saisons. Malgré ses allures de monarque et sa carrure massive, il reste une espèce fragile. Animal emblématique des Alpes, il continue de fasciner ceux qui croisent son chemin, contribuant ainsi à sensibiliser le grand public
au respect de la vie sur Terre. À sa manière, il est devenu malgré lui un véritable gardien de la biodiversité, une sentinelle paisible qui veille sur son royaume alpin. Chut, chut, chut.